Bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire que nous organisons avec le PTB sur l'analyse en détail des plans du gouvernement de l'Arizona. C'est parti pour une heure où nous allons en détail de certains des plans. On n'a pas pu aborder évidemment l'ensemble de l'accord du gouvernement, mais je pense qu'il était important aujourd'hui d'aller au fond et au détail de ces mesures. Vous le savez, le savoir est une arme. Plus on sait quels sont les plans concrets du gouvernement, plus nous pouvons mobiliser les gens à pouvoir lutter contre lui. Et donc nous aurons 3 chapitres dans ce webinaire aujourd'hui. D'une part, nous aurons une analyse détaillée des plans de l'Arizona, premier chapitre. Deuxièmement, nous étudierons ensemble comment ils justifient leurs plans, comment l'Arizona, le gouvernement belge justifie leurs plans et notre alternative opposée à ces plans. Et troisième chapitre que nous étudierons ensemble, c'est évidemment la question de comment arrêter le gouvernement des casseurs, le gouvernement qui attaque l'ensemble des travailleurs. Mais d'abord, évidemment, place à la connaissance, d'abord place à l'accès d'une analyse détaillée. Vous le savez, avec le PTB, nous croyons dans l'information au grand public. Vous avez peut-être vécu aussi d'ailleurs la polémique cette semaine-ci au Parlement, où nous avons eu des grands débats, mais Yann Yambon a accusé le PTB de faire des fake news et il a dû s'excuser une journée plus tard en disant « Ben non, désolé, en fait le PTB avait raison, c'est moi-même qui me suis trompé ». Donc les ministres, ça ne nous étonne pas, ils se trompent dans l'information qu'ils donnent. Nous, le PTB, nous donnons avec de la vraie information. C'est le but aujourd'hui de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à le suivre. On va aller en détail. Ça va prendre un peu plus de temps, mais je crois qu'il est important de connaître le fond des attaques de ce gouvernement Arizona. Et donc la première analyse, évidemment, c'est que la ligne rouge qui traverse l'ensemble de cet accord de gouvernement, c'est évidemment l'austérité. L'austérité, une fois de plus, ils veulent faire payer les travailleurs. Et donc, regardez d'ailleurs, l'austérité, donc le gouvernement veut aller chercher plus de 22 milliards d'euros d'austérité, 22 milliards en allant faire des coupes dans les services publics, des coupes dans la sécurité sociale, des coupes dans la classe travailleuse, 22 milliards. Et les 22 milliards, par qui sont-ils portés? Eh bien, en fait, il y aura 4 ou 5% qui seront portés par les larges épaules, c'est-à-dire les super riches, on va dire ça comme ça, et 95% des efforts qui seront portés par la classe des travailleuses, 95%, donc l'énorme grosse partie de l'austérité sera portée une nouvelle fois par les travailleurs. Je vous ai dit 4-5% par les super riches. En fait, c'est pas vrai. Les 4-5%, vous avez peut-être suivi dans la presse cette semaine-ci, c'est la fameuse taxe sur les plus-values sur actions. Donc, on se dit, bah oui, comme PTB, évidemment, on est évidemment positif. Enfin, les plus-values sur actions seraient taxées. Il manquerait plus que ça. Nous, on paye des dizaines et des dizaines de pourcents d'impôts sur nos salaires et les riches sur les plus-values sur actions ne paieraient pas. Mais qu'est-ce qu'il apparaît? C'est qu'en fait, cette taxe sur les plus-values sur actions serait uniquement valable pour les plus-values réalisées à titre individuel dans l'impôt des personnes physiques, c'est-à-dire quand les gens introduisent leurs impôts, leur rentrée financière sur leur imposition physique, l'IPP. Or, qu'est-ce qui s'apparaît? C'est que donc cette taxe sur les plus-values sur actions ne concernera pas les entreprises. Or, en fait, les familles super riches ont leurs avoirs, ont leurs actions dans des fondations, dans des entreprises. Et donc là, vous allez me dire, ouais, mais les entreprises, alors les économistes de droite nous disent, oui, mais les entreprises payent quand même l'impôt des sociétés dans leur société. En fait, non. En fait, oui, les petites sociétés vont payer, mais les grandes sociétés, donc si les participations sont de plus de 4 millions d'euros et de 10% de participation, elles paieront 0% d'impôt sur les plus-values. Et donc, c'est toujours la même chose. Donc, les super riches ne payeront pas cet impôt, mais les petits investisseurs, eux, vont payer cette nouvelle taxe sur les plus-values. Donc, c'est une nouvelle fois ce 2 poids 2 mesures. Quand on veut faire payer les super riches, en fait, on fait payer les travailleurs, la classe moyenne, les petits investisseurs, mais pas les super riches. Et donc, pour nous, évidemment, c'est tout à fait inacceptable, cette logique de faire payer cette austérité uniquement par les travailleurs. Philippe me dit ici, et Raoul, et l'évasion fiscale, tu as raison Philippe, je ne parle même pas de l'évasion fiscale, c'est vraiment incroyable. Donc de ce côté-là, oui, j'ai aussi quelques demandes qui me disent, Raoul, est-ce qu'on pourra revoir tout ton exposé plus tard? Oui, nous enregistrons l'édition de ce matin de notre webinaire pour pouvoir faire un lien et partager ce lien après ce webinaire. Donc vous pourrez regarder tout cet exposé 2, 3, 4 fois, même 10 fois si vous voulez, et surtout le transmettre à tous vos copains, cousins, amis, syndicalistes, etc., etc. Raphaël me dit, Raoul, l'Arizona, c'est un avant-goût du modèle américain. Mais tout à fait raison. Daniel me dit, merci Renders, c'est le MR. Ben oui, évidemment, ça c'est le MR, a toujours taxé plutôt les travailleurs et pas les super riches. Vous voyez bien comment le MR fait. Si vous êtes comme Didier Renders,
jouer au loto, gagner des millions d'euros. Ça, c'est la technique du MR pour se faire des thunes. Pas toujours très légal, tout ça, visiblement. Mais donc, nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est augmenter ce pouvoir d'achat des travailleurs. Donc, première grande attaque du gouvernement Arizona, c'est une attaque sur nos pensions, camarades. Une attaque sur nos pensions. Et là, ils veulent réaliser 3 milliards d'économies. 3 milliards d'économies sur les pensions, chers amis. Nous sommes en Belgique avec 2,6 millions de pensionnés. Ça veut dire combien par pensionné? Faites le calcul avec nous. 3 milliards, 3 et 0, et 9 petits zéros, divisé par 2,6 millions. Ça veut dire qu'il faut enlever tous les petits zéros. Vous vous souvenez, etc. Bon, on fait le calcul ensemble. À la grosse louche, c'est donc une attaque de 1 000 € par pensionné par an. 1 000 € par pensionné qu'ils vont prendre. Ils peuvent dire oui, mais non, c'est pas vrai, etc. Oui, c'est ça le chiffre. 3 milliards divisé par 2,6 millions, c'est plus de 1 000 € par pensionné en moins. C'est tout. C'est les chiffres qui disent ça. C'est les tableaux budgétaires qui disent ça. Quoi qu'en dise Georges-Louis Boucher, c'est les faits. Et nous ne sommes pas d'accord avec le PTB qu'on va chercher 3 milliards d'euros chez les pensionnés pour la bonne et simple raison, mes chers amis, que nous vivons déjà en Belgique dans une situation où nous avons les pensions du privé les plus basses dans l'Europe occidentale proportionnellement. Regardez ici le chiffre qu'on voit ensemble, le tableau. C'est un tableau qui reprend le taux de remplacement, c'est-à-dire le lien entre le dernier salaire obtenu par le travailleur et sa pension. Quelle est la proportion? Eh bien, comme vous voyez, en Belgique, le taux de remplacement est de 47%. C'est-à-dire que la pension est élevée à 47% de la hauteur du dernier salaire. Donc, c'est une perte de pouvoir d'achat pour le pensionné de près de plus de 50% de pouvoir d'achat pour le pensionné. Et ce n'est pas comme ça dans tous les pays. Regardez, 47%, la moyenne de l'Union européenne est de 58%. Donc, nous sommes largement en dessous de la moyenne européenne. Et dans d'autres pays, vous regardez la France, 60%, Portugal, 68%, Italie, 74%, l'Espagne, 75%, le Luxembourg, dont on peut quand même pas dire que c'est un pays de gaucho, c'est le moins qu'on puisse dire quand même, 97% de taux de remplacement. Donc nous vivons déjà en Belgique avec des salaires proportionnellement les plus basses, et d'ailleurs on le sent, la moyenne des pensions en Belgique dans le privé est de 1 450 €. Mais comment voulez-vous payer une maison de repos avec 1 450 € alors qu'aujourd'hui on va payer 2000, 2100, 2200, 2300 €, même plus pour des maisons de repos. Donc dans un des pays les plus riches du monde, les pensions qui sont payées pour les travailleurs sont insuffisantes pour payer une maison de repos. C'est vraiment inacceptable. Et là-dessus, les Maxime Prévost des engagés, les Georges-Louis Boucher du MR vont encore plus venir ponctionner 3 milliards chez les pensionnés. C'est tout à fait inacceptable pour nous. C'est pour ça que nous organisons la résistance avec le PTB. Alors, comment veulent-ils organiser cette attaque? La première grande attaque, c'est le fameux malus pension. On va un peu aller voir en détail ce que fait ce malus pension. Je bois un petit coup d'eau, mes amis. Un petit coup d'eau pour indiquer donc le malus pension qui est donc une attaque, une sanction financière pour tous les travailleurs qui arrêteraient avant l'âge légal de la pension, c'est-à-dire avant 66 ans aujourd'hui et avant 67 ans à partir de 2030. Une sanction financière pour tous les travailleurs qui partiraient avant, à l'exception de tous les travailleurs qui répondraient à 2 critères. D'une part, avoir 35 années de carrière et d'autre part, 7020 jours effectivement travaillés. 35 années de carrière. Rappelons 35 années de carrière. Auparavant, la condition pour être considérée comme une année de carrière, c'était 104 jours de travail. Aujourd'hui, ça va être amené à 156 jours de travail. Nous verrons que ça va avoir énormément de répercussions pour les travailleurs, ce 104 à 156 jours, 35 années de carrière. Donc, on estime qu'un tiers des travailleurs et surtout des travailleuses n'auront pas cette condition de 35 années de carrière et donc seront touchés de plein fouet par ce malus pension. Donc ce malus pension, c'est pas du fictif, c'est un malus pension qui touchera les travailleurs à 5% par année. Donc d'abord, ce sera 2% en moins de pension par année arrêtée plus tôt. Ça sera mené à 4% en moins par année plus tôt. Et puis ce sera 5% en moins par année plus tôt. Une attaque pour le malus pension. Je vous ai déjà dit, chers amis,
que donc il fallait 150 jours par an. Vous avez peut-être suivi toute la polémique cette semaine-ci au Parlement belge, où en fait le député du PTB, Kim de Wit, a dénoncé le fait que pour arriver à ces 156 jours et ces 35 années de carrière, les périodes en fait de maladie ne seraient pas assimilées. Et le ministre lui a dit « Ah ben si, ce serait assimilé ». Assimilé, ça veut dire que ces années seraient comptées quand on est malade. Et le ministre a dit « Ah, le PTB fait du fake news, le PTB ce sont des menteurs ». 24 heures plus tard, il a dû venir s'excuser en disant « Ben oui, c'est vrai, en fait, j'avais mal lu mon propre accord de gouvernement. » Ça, c'est les ministres libéraux et NVA, hein, ils lisent même pas leur propre accord de gouvernement. Eh bien, en fait, le député du PTB, Kim de Wit, avait raison. Et donc, malheureusement, les années de maladie ne compteront pas pour le calcul de la carrière, pour le malus pension. Ça va, donc c'est vraiment très, très grave comme attaque. Et donc, nous allons analyser ici en détail 2 histoires vraies qui nous sont rentrées aujourd'hui avec ce malus pension. C'est l'exemple, et je le lis ici, hein, parce qu'on l'a reçu d'une travailleuse qui, en moyenne, donc, dit, elle commence à avoir des problèmes de santé à l'âge de 49 ans. Elle travaille donc dans le secteur des femmes de ménage. Donc, elle travaille dur, elle nettoie dans des conditions quand même assez difficiles. Elle travaille avec des produits chimiques, des produits évidemment d'arthrose au niveau des poignets, au niveau du dos. Et elle nous dit, voilà, je ne peux pas, à 63 ans, je ne conçois pas de continuer à travailler, je suis trop fatigué. Eh bien, faites le calcul avec moi. 67 ans, fin l'âge légal de pension, arrêtez à 63 ans, donc elle va arrêter, vous faites le calcul avec moi, 67 moins 63 égale 4 années plus tôt, à hauteur de 5% de sanctions par année, donc elle aura une pension moins élevée de 20%. 20% de perte de pension jusqu'à la fin de sa vie. Hein. Jusqu'à la fin de sa vie, parce que certaines personnes pensent que c'est entre 63 et 67. Non, non, non. Si elle arrête à 63 ans, elle va devoir perdre 20% de pension jusqu'à son décès. Vous imaginez, donc moins 20%. Autre exemple, une dame qui travaille dans le secteur de la distribution en caisse avec un temps partiel. Beaucoup de travailleurs, mais surtout de travailleuses, sont à temps partiel. Elle n'arrive donc pas à ses 156 jours par an. Elle souffre de douleurs au cou et au dos. Elle est épuisée à l'âge de 62 ans et elle veut arrêter. Faites le compte avec moi. 67 moins 62 égale 5 années arrêtées plus tôt. À hauteur de 5% de sanctions par an, elle aura 25% de pension en moins. C'est énorme et c'est vraiment scandaleux d'imposer une telle sanction aux travailleurs et aux travailleuses, surtout, camarades, évidemment, que ce sont les travailleurs qui travaillent justement dans ces fameux métiers essentiels, comme disaient les ministres pendant le Covid, hein, tous ces travailleurs lourds qui travaillent difficilement, qui sont fatigués au niveau de la santé, qui vont être les principaux sanctionnés. Donc, première attaque importante, ce sont donc le bonus pension, dont le journal de Morgan en Belgique titre « Partir 5 ans plus tôt à la pension », point d'interrogation, ce sera jusqu'à 404 € en moins par mois de pension. Franchement, c'est vraiment inacceptable. Donc, première grande attaque, camarades, chers amis, c'est donc le malus pension pour tout travailleur qui n'aurait pas 35 ans de carrière jusqu'à 404 € de sanctions par mois. Deuxième attaque importante qu'ils font aussi, c'est travailler plus longtemps pour moins de pension. Et donc là, c'est mon deuxième exemple que je vais vous prendre, c'est que donc ils font passer le calcul pour une année de pension qui auparavant était de 104 jours par an. Donc si vous travaillez 104 jours par an, votre année était considérée comme une année de pension. Aujourd'hui, c'est amené à 156 jours par an. Petite notule dans le texte, hein, comme si de rien n'était. Ça va faire une très grande différence. Pour la bonne et simple raison, par exemple, les amis, que la plupart des travailleurs ont commencé leur carrière en travaillant au mois de septembre, hein, vu qu'ils ont été à l'école, vu que la plupart des travailleurs ont été à l'école jusqu'en juin, on commence à travailler en septembre. Or, auparavant, si vous commenciez à travailler en septembre, le 31 décembre, vous aviez vos 104 jours de travail. Aujourd'hui, avec 156 jours, vous ne l'avez plus. Et donc, dans les faits, ça veut dire que tous les travailleurs vont avoir 1 an de moins de pension comptabilisée, au moins. Et donc, en fait, on va agrandir les carrières, allonger les carrières de tous les travailleurs de 1 an ou 2. Vous voyez? Mais donc, informez autour de vous. Hein. Donc, non seulement ils ont augmenté l'âge de la pension, mais en plus, ils ont réduit la possibilité de considérer une année calculée pour votre pension. Donc, c'est écrit en petites lettres, mais ça aura des grandes répercussions pour les travailleurs. Et donc, globalement, tous les travailleurs vont devoir travailler 1 an à 2 de plus. Troisième exemple de l'attaque, c'est le durcissement
pour obtenir la pension anticipée. Là, vous entendez les ministres de gauche, surtout ceux du PS flamand, la Vooruit, qui nous disent « Ouais, mais on pourra partir quand même à 60 ans de pension avec 42 ans de carrière, 60, la fameuse pension anticipée 60-42. » Mais non, les amis, 60-42 ans de carrière, à nouveau, ils ont changé dans les petites notules du texte les conditions pour avoir une année comptabilisée pour obtenir les 42 ans de carrière, c'est non pas 156 jours comme pour l'ensemble, la pension qu'on a vue tout à l'heure, mais pour la pension anticipée, c'est 234 jours qui vont être nécessaires. Presque 4/5 du temps, 3/4 du temps de travail. Donc énormément de travailleurs qui sont à temps partiel ou qui ont été malades, comment est-ce que je veux dire, qui ont été malades, qui ont eu des problèmes de chômage technique, des chômages économiques, n'auront pas ces différentes assimilations pour être à 234 jours. Okay, donc ça, c'est vraiment très, très important pour nous. Et donc, évidemment, c'est une attaque majeure contre les travailleurs. Et donc, vous allez voir que beaucoup de travailleurs n'auront pas les 42 ans de carrière et vont devoir en fait avoir 43 ou 44 ans de carrière, ce qui, selon les chiffres qu'on a reçus maintenant pour le 60-42, concernerait uniquement 1% des travailleuses et 3% des travailleurs qui auront accès à cette pension. Donc, dans les faits, pension anticipée, donc dans les faits, personne ne pourra l'avoir. Pour les autres pensions anticipées, 60-44, 61-43, 62-43, 63-42, comme vous voyez, il faudra là aussi passer de 104 jours par an en 150 jours. Donc, ce qu'on doit retenir, camarades, c'est que les conditions pour calculer les années qui rentrent en ligne de compte pour la pension ont été augmentées à 156 pour l'ensemble des pensions et même à 234 jours pour la pension anticipée 60-42. Donc, dans les faits, très très peu de travailleurs auront accès à cette pension-là. Troisième attaque sur la durée de la pension, c'est les attaques contre les quelques exceptions qui restaient encore au niveau des pré-pensions qu'on appelle les RCC, hein, les pensions, les retraites à complément du chômage. Il y avait encore une RCC à 60 ans avec 30 ans de carrière dans le bâtiment pour les horaires alternés de nuit. Tout ça est supprimé maintenant. Ce qui est vraiment une rupture de contrat. Parce que rappelez-vous, en 2014-2015, les ministres libéraux, comment s'appelait le ministre des pensions à l'époque, M. Baclaine du MR, hein, avait mis la pension à 67 ans. Bon, lui s'en fout, les ministres, lui. Donc lui, tranquille, on demande tout le monde de bosser 67 ans, lui, tranquille, communiste. Et à l'époque, il avait dit, oui, mais il y aura très peu de travailleurs qui vont travailler jusqu'à 67 ans. Il y aura plein d'exceptions pour les métiers pénibles. Vous vous souvenez de ça? C'est une promesse. Il y aurait une exception pour les métiers pénibles. Ils ont menti, camarades. Ils ont menti, chers amis. C'est des masteux, comme on dit chez nous, les ministres libéraux. C'est clair. Et donc, une nouvelle fois, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Et donc, les quelques exceptions qui restaient encore au niveau des métiers pénibles, ils les ont supprimées dans le privé, mais aussi dans le public. C'est la fameuse discussion pourquoi les militaires peuvent partir un peu plus tôt. Paf, on veut supprimer ça. Les policiers, les cheminots du personnel roulant. Donc, tous ces travailleurs qui travaillent dans des métiers pénibles, avec quelques exceptions encore. Et c'est là où le gouvernement va supprimer ces exceptions-là. Donc, ce sont des attaques très graves pour l'ensemble des travailleurs. Et donc, reprenons ici un petit peu les trois attaques principales sur la durée de la carrière. On avait d'abord abordé le malus pension pour la question du montant de la pension, mais ici, sur la question de la durée, comme vous voyez, suppression de la pré-pension à partir de 60 ans avec 33 ans de carrière, suppression donc de la pension anticipée, modification de la pension anticipée, excusez-moi, pour la 60-44, 156 jours par an et puis 104 jours par an, pour la 60-42, 234 jours par an nécessaires pour être comptabilisé comme une année de carrière, donc très très peu de gens l'auront. Idem pour la pension anticipée 61 et 63 ans, et puis la pension légale qui, elle, est maintenue à 66 et puis à 67 ans pour 2030. Ça, ce sont les attaques donc pour l'année, la durée de la carrière, les attaques sur la question du montant de la carrière, d'une part le fameux malus pension, 5% par an pour le malus pension, avec, je vous rappelle, pour les travailleurs qui n'ont pas 35 ans de carrière, et une année comptabilisée dans le calcul de la pension, les fameux 45e, qui seraient passés de 104 jours à 156 jours. Donc ça, c'est les attaques sur le montant de la pension. Autre attaque sur le montant de la pension, c'est la suppression de l'enveloppe bien-être. L'enveloppe bien-être, c'était un budget
de plusieurs milliards d'euros qui étaient prévus chaque année pour revaloriser les allocations des pensionnés, les allocations des invalides, des handicapés, les allocations des chômeurs pour pouvoir, des travailleurs sans emploi, pour pouvoir faire coller ces allocations un minimum avec l'augmentation des salaires dans le privé qui ont été négociés par convention collective. Et donc cette enveloppe est tout bonnement supprimée par le gouvernement de l'Arizona et donc en gros il y aura donc les revalorisations des pensions minimales les plus basses qui ne se feront pas. Donc c'est une nouvelle attaque contre le pouvoir d'achat des travailleurs. 600 millions en moins aussi pour les invalides, les handicapés. Donc vous voyez que ce sont des attaques majeures contre les travailleurs qui, pour les circonstances de la vie, parfois n'ont pas accès à du travail ou sont pensionnés. Nous avons donc vu ensemble, chers camarades, les attaques sur les pensions du privé, donc le malus pension, les attaques sur la durée de la carrière, etc., etc. Il y a aussi une attaque majeure aujourd'hui contre les attaques des pensions publiques. Là, je vais vous dire tout de suite, moi, quelque chose que j'en ai marre, avec toutes ces partis de droite, c'est de dire « Ouais, le problème, c'est les pensions des fonctionnaires. » Mais non, en Belgique, le problème n'est pas les pensions des fonctionnaires. En Belgique, le problème, c'est les pensions du privé qui sont trop faibles. Et ce n'est pas en diminuant les pensions des fonctionnaires qu'on va mieux faire vivre les travailleurs du privé. Ça, c'est opposer les travailleurs les uns aux autres. Nous ne sommes pas d'accord, évidemment, comme parti. Nous ne sommes évidemment pas d'accord. Et donc, dans ce sens-là, justement, les pensions des fonctionnaires font partie des pensions qui permettent justement un peu dignement de vivre en Belgique, de payer cette fameuse maison de repos à 2100, 2002, 2300 euros. C'est ça, en fait, la question. Et donc, le problème n'est pas les pensions des fonctionnaires. Le problème, c'est le côté trop bas des pensions du privé. Or, la Vivaldi excusez-moi, Arizona, le gouvernement Arizona veut faire une attaque majeure contre les pensions des fonctionnaires, notamment par le calcul du montant de la pension. Dans le secteur privé, les pensions sont calculées sur une moyenne des 45 années de carrière du salaire, par 45e, par tranche de 45e. Dans le secteur public, ce sont les 10 dernières années des pensions qui sont tenues en compte. Or, comme vous le savez, c'est les 10 dernières années que nous avons, généralement dans beaucoup de secteurs, les salaires les plus élevés, parce qu'il y a l'ancienneté, parce qu'il y a les compétences, parce qu'il y a, etc., les négociations sectorielles, etc., ou d'entreprises. Et donc, fatalement, calculer la pension sur les 10 dernières années permet d'avoir un calcul de la pension plus élevé que si on prend des 45e. Et donc là, c'est ce que le gouvernement Arizona veut faire, c'est ne plus calculer sur les 10 dernières années, mais calculer sur les 45 années. Et donc, ce serait une grande perte de pouvoir d'achat des travailleurs du public. Là, les syndicats enseignants ont calculé, par exemple, qu'un enseignant pourrait perdre jusqu'à 100 000 euros. 100 000 euros cumulés de pension perdus pour un enseignant. Nos camarades des syndicalistes des pompiers nous ont envoyé qu'un pompier avec 42 années de carrière perdra jusqu'à 625 euros par mois. Chers camarades, c'est vraiment énorme. Peut-être pour boire un petit coup d'eau. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos commentaires qui rentrent, effectivement. Donc, Pascal me dit, il faut savoir que souvent dans le public, on a des primes d'année très faibles. C'est Isabelle qui me dit, Raoul, avec la chasse aux chômeurs, d'ailleurs, tous ces chômeurs iront au CPS, et donc ce sont les communes qui vont devoir payer. Donc, la pauvreté va augmenter. Tu as raison, tout à fait. Ce sont des réformes qui sont incohérentes, nous dit Christine. Mais évidemment, les amis, c'est vraiment tout à fait incohérent. Donc, les pompiers perdent 625 euros par mois. Nous avons donc vu les pensions, les attaques sur les pensions privées, les attaques sur les pensions publiques, et maintenant attaquons le fameux deuxième chapitre des attaques contre le pouvoir d'achat et les attaques contre les salaires des travailleurs. Et la première mesure que va prendre l'Arizona, c'est de décider un blocage de tous les salaires en Belgique jusqu'en 2027. Un blocage des salaires, comment? En activant la fameuse loi de 96 sur la compétitivité, qui est une loi dont le nom n'est pas très original, parce qu'on dit la loi de 96, pourquoi? Parce qu'elle a été votée en 96, les amis. Jusque-là, c'est très logique, évidemment. Si elle avait été votée en 97, ça aurait été la loi de 97. Voilà, c'est pas très original, les ministres, ici en Belgique. Et donc, c'est une loi de 96 qui donc bloque les salaires. Regardez, cette même loi a déjà eu comme conséquence qu'en 2021-2022, les salaires n'ont augmenté que de 0,4%. En 2023-2024, les salaires ont été bloqués à 0%. Et maintenant, ce que l'Arizona va décider, c'est un blocage des salaires à 0,0% au-dessus de l'index. Donc, c'est vraiment grave, quoi. Et c'est fou, hein. Ça, c'est toujours la même chose avec les libéraux. Avec les Georges-Louis Boucher, enfin, même les engagés aussi, en fait. Hein, ce sont libéraux aussi, ceux-là. Hein. C'est toujours la même chose. Ouais, c'est la liberté de négocier.
le marché, la loi de l'offre et la demande, on ne peut pas intervenir dans le marché, les autorités publiques ne peuvent pas, c'est ça le capitalisme. Et donc les libéraux, ils veulent le libre marché pour tout, sauf pour une marchandise, la force de travail. Ça, la force de travail, le salaire, là, pas question de libre marché, la loi intervient, interdiction dans toutes les entreprises du pays de donner une augmentation de salariale au-dessus de 0,0%. Ça veut dire que même si un employeur veut donner une augmentation de 1% à ses travailleurs, il ne peut pas. Il est sanctionné. Il reçoit des amendes. Vous imaginez ça? C'est fou, quoi. De quelle hypocrisie, quoi, des libéraux. Enfin, vous savez bien que ça m'énerve. Ça m'énerve, cette hypocrisie des libéraux. Je le dis ici clairement. Et donc, ce blocage salarial qui est décidé par le gouvernement de l'Arizona, disons, pour être clair, que c'était un blocage salarial que les gouvernements antérieurs faisaient aussi. Notamment, c'était un ministre socialiste, M. Derman, qui avait appliqué le blocage salarial l'année passée. Donc vous voyez en fait que c'est une continuité, c'est toujours les travailleurs qui doivent payer. Deuxième attaque majeure sur le pouvoir d'achat, c'est une attaque sur les sursalaires, et notamment sur les sursalaires pour le travail de nuit et pour les heures supplémentaires. Okay. Donc aujourd'hui, en fait, ce que le gouvernement Arizona veut faire, c'est de supprimer en fait la loi qui interdit le travail de nuit. De savoir qu'en Belgique, il y a une loi qui interdit le travail de nuit dans la logique en fait de dire que le travail de nuit est mauvais pour la santé. Que dans la règle, on ne doit pas travailler la nuit. Parce que ça détruit la santé, ça détruit la vie de famille, ça détruit la cohésion sociale, enfin bon bref, beaucoup de raisons. Et donc, grâce à la lutte du mouvement ouvrier, il y a eu une décision d'avoir une loi qui supprime le travail de nuit. L'Arizona veut supprimer cette loi. Or, c'est cette loi qui sert à la base de négocier des compensations aux exceptions à cette loi sur l'interdiction du travail de nuit. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui l'interdit, mais vous pouvez gérer dans les conventions sectorielles, dans les conventions d'entreprise, des exceptions à ça. Mais alors les travailleurs disent, écoute, je veux bien travailler la nuit, mais tu me payes un sursalaire, une surprime à ce travail de nuit. Eh bien, l'Arizona veut supprimer cette loi sur le travail de nuit et, très concrètement, pour vous dire que je n'invente pas, déjà introduire une loi qui fait que dans les secteurs de l'e-commerce et dans les secteurs de la distribution, les heures entre 20h et minuit ne seraient déjà plus considérées comme travail de nuit pour les conventions collectives futures, c'est-à-dire que le sursalaire sur les 4 heures prestées à ce moment-là n'existerait plus. Et j'ai reçu 2 messages de travailleurs de site DHL qui me disaient « ça va nous coûter des centaines d'euros par mois, Raoul, parce qu'une partie importante de notre salaire est composée de ces fameuses primes de nuit. » Donc c'est vraiment très grave comme attaque qui est faite contre les travailleurs par la suppression de cette sursalaire. Et donc vous avez ici la une de la brochure du mouvement ouvrier chrétien en Belgique qui nous dit « heures supplémentaires ». Heures de week-end, heures de nuit, est-ce qu'il est logique que nous recevions quelque chose en contrepartie? Combien de temps aurons-nous encore ces contreparties? Eh bien, cette brochure a tout à fait raison, effectivement, parce que les travailleurs vont perdre beaucoup de pouvoir d'achat et vont aussi, évidemment, perdre en confort de vie, parce que cette flexibilité d'une économie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est évidemment tout à fait quelque chose d'intenable. Donc, deuxième attaque, c'est une attaque contre les sursalaires au niveau des conventions, certainement au niveau des travails de nuit. Troisième attaque majeure sur le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est la généralisation des heures supplémentaires de 240 heures d'heures supplémentaires par an sans l'accord des syndicats et sans rémunération supplémentaire, sans sursalaire. Vous imaginez? Donc auparavant, il y avait l'idée, tu avais ton horaire de travail, tu fais des heures supplémentaires en plus, c'est quand même une flexibilité que tu prends en plus. C'est logique quand même que ton employeur te paye un petit peu plus pour compenser cette flexibilité. Eh bien non, 240 heures supplémentaires par an, soi-disant avec double volontariat du travailleur et de l'employeur. Mais bon, vous imaginez dans une entreprise, l'employeur qui dit « Paul, tu veux pas travailler 4 heures de plus samedi? J'ai besoin de toi. » D'accord. Avant, il y avait l'organisation syndicale qui pouvait aider à avoir un rapport de force collectif pour dire non. Eh bien non, ici, ça va être la pression individuelle. C'est une individualisation du rapport entre le travailleur et l'employeur. Et cette individualisation de la relation, évidemment, fait que le travailleur va perdre en rapport de force, vu que, arrêtons de vivre dans un monde de bisounours, il n'y a pas d'égalité entre le patron et entre le travailleur. Et évidemment, le patron a beaucoup plus de pouvoir, il a le pouvoir du capital, certainement dans les grandes entreprises, par rapport aux travailleurs, quoi. Donc 240 heures supplémentaires par an, faites le calcul, hein, mes amis. On a 46 semaines de travail par an, 240 divisé par 46, vous faites le calcul, on va être à 5 heures de plus de travail par semaine. Donc en fait, c'est la semaine des 43 heures. Hein. C'est la remise en place de la semaine des 43 heures. Donc c'est une attaque majeure sur la réglementation des heures de travail et de la durée hebdomadaire.
Attaque supplémentaire sur la flexibilité et le pouvoir d'achat pour les jeunes travailleurs, pour la jeunesse qui nous écoute ici aujourd'hui, parce qu'on est là pour les jeunes aussi, ça me paraît très clair, c'est qu'en fait, il y a la réintroduction de la période d'essai qui est réintroduite. Donc, les 6 premiers mois, un travailleur peut être éjecté comme un Kleenex dans une entreprise. Et donc, c'était une mesure qui avait été supprimée, qui va être réintroduite. Et donc, vous aurez compris, on a donc un travail plus flexible pour moins de salaire qui se prépare ici en Belgique. Voilà, donc les attaques contre le pouvoir d'achat, blocage des salaires pour tous les travailleurs, attaques sur les heures supplémentaires, attaques sur les heures de nuit et les sursalaires dans le secteur. Et donc ici, peut-être l'occasion de faire un petit peu un sondage. Trouvez-vous, vu que c'est une attaque principale et l'argument principal de l'Arizona, trouvez-vous que l'austérité est justifiée en Belgique? Vous pouvez remplir ce sondage à cette étape-ci. Je repose la question, trouvez-vous que l'austérité est justifiée en Belgique? Ouh là là, on a vraiment des dizaines de réponses, des centaines de réponses même qui rentrent. C'est vraiment génial comme on est beaucoup à ce webinaire. Ça fait plaisir ce samedi matin. On aura été finalement quelques milliers à le suivre, comme quoi c'est quand même génial avec Internet de pouvoir échanger avec autant de monde. Et donc, voilà, l'austérité est justifiée. 98% des participants disent aujourd'hui non, Raoul, elle n'est pas justifiée. Et vous avez raison, cette austérité n'est pas justifié, et on va analyser le comment et le pourquoi en ouvrant le deuxième grand chapitre de la soirée. Le premier, on a analysé en détail les attaques. Maintenant, deuxième grand chapitre, c'est comment ils justifient idéologiquement leur plan et quelle est notre alternative. Mais pour ça, je vais d'abord boire un petit coup d'eau, les amis, parce qu'il commence à faire sec. Donc, n'hésitez pas à profiter-en pour boire un petit café aussi, quoi. Et en même temps, je regarde un petit peu ici. Voilà, ça me paraît clair, nous devons soutenir les syndicats, me dit Eric, tu as raison, tout à fait. Comment ils justifient leur plan? Analysons en détail. Première grande argumentation qu'ils disent, c'est les pensions sont impayables. Nous ne pouvons plus payer nos pensions. C'est l'argument que disent tous ces partis au gouvernement actuel. Eh bien, c'est faux. Ne les croyez pas. C'est pas vrai parce que le premier argument d'abord, c'est que ce n'est pas tenable de travailler de plus en plus longtemps. Travailler jusqu'à 67 ans, ce n'est pas tenable pour l'immense majorité des travailleurs. C'est facile, hein, pour les ministres, eux, ils ont 8 000 € bruts par mois comme pension. Hein. Ça va être fingers in the nose, comme on dit chez nous. Hein. Mais pour les travailleurs, ce n'est pas tenable de travailler jusqu'à 67 ans. C'est pas réaliste. Regardez, des études démontrent que 3 travailleurs sur 4 entre 55 et 64 ans ont une ou plusieurs maladies et qui exercent une influence sur leur vie quotidienne. Ben, ce sont les fameux problèmes musculo-squelettiques, les problèmes cardiaques, tous ces problèmes, etc., entre 55 et 65 ans. Un sexagénaire sur 3 a de nombreux problèmes de santé. Et évidemment, il y a une immense inégalité sociale en espérance de vie et en vie en bonne santé. La différence d'espérance de vie entre les travailleurs qui sont haut diplômés et les travailleurs qui n'ont pas de diplôme, c'est de 15 à 18 ans d'espérance de vie en bonne santé en moins. Et moi, je le vois autour de moi, tous ces travailleurs et tout meurent beaucoup plus tôt, évidemment, que les travailleurs dans les secteurs les plus nantis et les boursiers, les boursicoteurs et compagnie. Et donc, on n'est pas égal devant la mort. Ça, c'est très, très clair. Et donc, quand ils disent, ouais, tout le monde jusqu'à 67 ans, mais ça veut dire que la plupart des travailleurs vont mourir avant ou juste après, alors que les super riches, ils vont encore profiter 20 ans de leur pension, évidemment. Hein. Donc, ça, c'est évidemment la première argumentation contre les partis de l'Arizona, c'est que ce n'est pas faisable. Deuxièmement, oui, nos pensions sont payables. Ne les croyez pas quand ils nous disent qu'elles ne sont pas payables. Nous sommes dans un des pays les plus riches du monde. Et donc, regardez dans ce graphique, la Belgique, ce sont les pourcentages du PIB. Le PIB, c'est le produit intérieur brut. Donc, c'est donc la richesse qui est produite dans l'ensemble de notre pays en un an. Le PIB. Aujourd'hui, nous donnons 11,5% de notre PIB aux pensions. 11,5%. OK ? Faut savoir, notamment, qu'il y a 30% de pensionnés en Belgique. Donc, nous donnons un tiers de moins, en fait, aux pensionnés que ce qui représente, en fait, démographiquement dans notre pays. Eh bien, en 2050, lorsqu'on sera dans le vieillissement de la population, nous devrons payer 13,5% de notre PIB, c'est-à-dire 2% du PIB en plus. Ce qui n'est pas rien. 2% du PIB, ce sont quand même des milliards et des milliards, mais c'est 2% du PIB, 13,5%. Eh bien, aujourd'hui, pas en 2050, aujourd'hui, des pays comme la France, la Finlande et l'Autriche payent déjà 13,5% de leur PIB en pension. Donc pourquoi, en 2050, la Belgique ne pourrait pas faire ce qu'aujourd'hui, des pays comme la France,
la Finlande et l'Autriche font déjà. C'est ça en fait. Et c'est une question de priorité, une question de financement, de donner de l'argent à nos pensionnés. D'ailleurs, il faut bien constater que le problème de la sécurité sociale, ce n'est pas que les dépenses, parce que la droite parle toujours des dépenses de la sécurité sociale. Mais si on parlait un peu des rentrées de la sécurité sociale, comme vous le savez, notre sécurité sociale, elle est financée par les cotisations sociales, c'est-à-dire notre salaire indirect. Les travailleurs, des millions de travailleurs ont décidé de mettre une partie de leur salaire directement dans un pot de la sécurité sociale. Eh bien, les gouvernements de droite, et même ceux où il y avait le PS d'ailleurs, ces dernières années, etc., même quand la gauche fait partie, ont fait des ristournes sur les cotisations sociales de l'ordre de 16 à 17 milliards d'euros. Et le gouvernement Arizona veut rajouter encore 1 milliard d'euros de diminution de cotisations sociales. C'est 18 milliards en moins qui vont dans la caisse de la sécurité sociale. Ouais, tu m'étonnes qu'il y ait un problème de financement. C'est des marrants. Si on met moins d'argent dans la sécu, c'est normal qu'il y ait des problèmes pour payer. Donc, une des solutions, évidemment, c'est de réintroduire, en fait, ces cotisations sociales pour pouvoir financer notre sécu. Ça me paraît très, très clair. Et donc, c'est très clair pour nous, comme PTB, c'est que soigner nos aînés, soigner nos pensionnés, ça dit quelque chose sur notre société. L'anthropologue culturel Claude Lévi-Strauss disait très bien, on juge une civilisation au sort qu'elle réserve à ses anciens, à ses aînés. C'est ça la question. Et on ne peut pas laisser dans la misère nos aînés, nos pensionnés. C'est une question de philosophie globale de notre société. Deuxième argumentation qu'ils mettent beaucoup en avant, les partis Arizona, c'est est-ce que bloquer les salaires, est-ce que diminuer les salaires va sauver notre économie? Parce qu'on entend souvent dire, ouais, écoute, il faut bien diminuer les salaires, c'est là où est le problème de notre économie, les salaires sont trop élevés. Ce n'est pas vrai, regardez, article paru sur le site de la RTBF, le 14 janvier 2025, les entreprises belges devraient distribuer 6,4 milliards d'euros de dividendes en 2025. Ok, 6,4 milliards. Donc le problème, c'est pas les salaires, le problème, c'est les dividendes. Et la solution, c'est donc pas de diminuer les salaires, la solution, c'est moins de dividendes et plus de salaires. C'est là où on devrait mettre notre priorité pour notre pays. Ça me paraît très très clair. Et donc, comme me dit Philippe, ça va pas contracter notre économie, justement. Les salaires sont justement la solution. Merci beaucoup. D'ailleurs, je vous remercie de tous les messages qui nous rentrent ici aujourd'hui. Et donc, pour nous, c'est très, très clair. Les salaires ne sont pas le problème de l'industrie. Arrêtez tous ces économistes de droite qui nous disent les salaires sont le problème. Ce n'est pas vrai. Regardez, ils veulent fermer l'entreprise Audi à Bruxelles. On a eu nos camarades d'Audi qui nous ont envoyé les chiffres très clairs. Exemple, la Audi Q8 e-tron, voiture de Audi, 8% de la valeur de la voiture sont les salaires des travailleurs. 92%, c'est d'autres facteurs. Donc, c'est pas vrai que c'est le salaire le problème de notre industrie. Pour la Volvo X40, nos camarades de Volvo à Gand nous ont envoyé 10% de la valeur de la voiture sont les salaires. Donc, c'est pas vrai que les salaires sont le gros problème. Le gros problème en Europe et en Belgique de l'industrie, c'est les prix de l'énergie. Nos industries payent 2-3 fois plus élevés des prix énergétiques qu'aux États-Unis d'Amérique. Tu m'étonnes, évidemment, qu'on a un problème de compétitivité, que l'Europe s'attaque à ce problème-là, mais pas une nouvelle fois à faire payer les travailleurs. C'est n'importe quoi. Le problème de l'industrie, ce sont les prix de l'énergie. Le problème de l'industrie, ce sont le manque de recherche et développement, le manque d'innovation, le manque d'investissement dans des grands secteurs énergétiques publics, énergie peu chère et verte. C'est ça qu'il faudrait investir, et pas comme maintenant l'Europe fait, des partenariats publics-privés où tout l'argent va en fait pour les multinationales. Nous disons, il faut réellement sauver notre industrie. Alors, on pourrait faire tout un webinaire des heures et des heures. Donc, on ferait peut-être bien un webinaire là-dessus. À l'équipe, là, derrière, là, vous êtes chaud, là, ouais. Je vois que les camarades de la technique sont d'accord. Je profite pour les remercier pour l'incroyable travail qu'ils font. Donc, on pourrait faire tout un webinaire là-dessus. Et je peux déjà vous conseiller d'ailleurs en lecture un excellent article publié de la revue Lava. Vous pouvez consulter sur lavamedia.be. Vous pouvez vous abonner. Ça le paraît tous les 3 mois. C'est une excellente revue avec plein d'articles marxistes, etc., etc. Donc, avec un article génial qui s'appelle L'industrie est à nous, 9 principes pour sauver l'industrie en Europe, écrit par le secrétaire général adjoint du PTB, Benjamin Pestiot, ainsi que Maxime Van Kouwenberg. Lisez cet article-là, il est consultable. Franchement, c'est hyper intéressant et ça développe tout ce que je vous dis ici. Alors, c'est clair, notre vision de la société de l'Arizona est opposée
à notre vision de société, à nous du PTB, ça me paraît clair. Arizona et PTB, c'est pas le meilleure vision. Eux, leur société, c'est une société aux conditions de travail intenables, à la flexibilité généralisée, à travailler plus longtemps pour moins de pensions. Et nous, notre vision de société, c'est une société qui respecte le monde du travail et qui dit clairement que 100% des richesses sont produites par la classe travailleuse, pas par les actionnaires, chers amis. Le capital ne crée pas de capital. Prenez une pièce d'1 euro, mettez-la dans le sol, mettez de la terre dessus, vous arrosez même un petit peu. Qu'est-ce que ça va donner? Rien du tout. L'argent ne crée pas l'argent, c'est pas vrai. La seule source de richesse dans notre monde, c'est le travail des travailleurs. Et le capital vient ponctionner dans ce travail. Okay? Et donc, nous sommes la classe travailleuse qui produit les richesses. Ces richesses nous appartiennent. C'est ça le problème. Il faut du respect pour les travailleurs et c'est ce que ces libéraux, c'est ce que M. Maxime Prévost et tout n'ont pas. Et d'ailleurs, ce respect, ce rapport de force se traduit très bien dans le partage de la richesse de notre pays. Regardez, ça c'est encore un graphique que je peux vous exposer ici sur les proportions du produit intérieur brut. Je vous rappelle, le PIB, c'est la richesse produite en un an dans notre pays. Eh bien, en 1982, donc il y a 40 ans, 65,9% de la richesse produite dans notre pays retournait aux travailleurs sous forme de salaire. Et faites le calcul, 34,1% de ces richesses allaient au capital. 40 ans plus tard, 58,4% seulement des richesses est retourné sous forme de salaire aux travailleurs et beaucoup plus de pourcentage va vers le capital, 41,6%. 7% de différence, 7%, ce sont des milliards d'euros qui sont partis des poches des travailleurs pour aller vers le capital. Ça, c'est la réalité des chiffres. Et c'est ça que nous voulons récupérer par la lutte de classe, par la lutte des travailleurs. Nous disons clairement aujourd'hui, nous allons récupérer cette partie du gâteau qui nous revient à nous, la classe des travailleuses. L'Arizona mène donc un combat socio-économique contre nos pensions, un combat socio-économique contre le pouvoir d'achat et le salaire des travailleurs, mais pour ça, ils vont aussi mener des graves attaques contre la démocratie, contre notre droit démocratique, parce qu'évidemment, ils veulent casser les organisations syndicales, la société civile. Ce sont les organisations qui vont résister ensemble avec le PTB à l'ensemble de ces mesures-là. Et donc, ils vont réintroduire la fameuse loi anti-manif, qui est une loi qui va permettre aux juges proactivement d'interdire à manifester à des gens qui ont déjà été condamnés par la justice dans le cadre de manifestations. C'est la fameuse loi anti-manif que nous avons réussi, enfin, surtout le mouvement social, les syndicats, la société civile, les mutuelles, à faire retirer par l'ancien gouvernement de la Vivaldi, ensemble avec les députés ouvriers du PTB qui pendant des heures ont mené le combat au Parlement contre cette mesure-là. Eh bien, le gouvernement arizonien veut réintroduire cette loi anti-manif. Deuxième attaque importante, c'est une attaque contre la protection des syndicalistes et des activistes, notamment les candidats aux élections sociales qui n'ont pas été élus avaient une protection de 2 ans. Donc le patron devait payer 2 ans de salaire pour les licenciés. Ici, ce serait ramené à 6 mois. C'est les soldes pour le grand patronat pour pouvoir foutre les délégués dehors qui n'auraient pas été élus. C'est évidemment inacceptable pour nous. Donc ce sont des attaques majeures contre les droits démocratiques. C'est pas là que l'Arizona va s'arrêter. L'Arizona va aussi faire une attaque majeure contre les droits des réfugiés, contre les droits des immigrés, en pointant du doigt les immigrés comme si c'était de leur faute, tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais enfin, diminuer le nombre de lits accessibles chez Faits d'Asile, c'est les organisations qui se chargent de l'accueil des réfugiés. Qu'est-ce que ça va résoudre? Rien du tout. Les gens vont être laissés à la rue. Je vous rappelle que tous ces réfugiés sont des êtres humains. C'est ça la question. Je veux dire, c'est comment peut-on demander aux gens de dormir dans la rue? C'est tout à fait infaisable. Donc se diviser pour mieux régner, cette attaque contre les immigrés, c'est vraiment pour nous vraiment inacceptable et ça traduit la vision qu'ont ces partis de droite. Autre attaque d'ailleurs aussi, c'est qu'ils nous disent depuis des années qu'il n'y a pas d'argent pour les pensions, il n'y a pas d'argent pour pour les services publics, mais par contre ils vont investir des milliards d'euros dans l'armée, des milliards d'euros dans les industries de l'armement. Ça, ils vont trouver des milliards d'euros. Or, j'ai envie de vous dire, les amis, plus on achète des armements, plus la guerre se rapproche, parce que des armes, elles sont là pour se servir. Sachez-le, l'histoire a bien prouvé qu'investir massivement dans les armes, investir massivement dans l'industrie de l'armement mène à la guerre. Et c'est là que va nous mener finalement une guerre entre l'OTAN et la Russie. Nous n'en voulons pas. C'est pour ça que le mouvement pour la paix doit se développer. Le mouvement pour la paix doit dire clairement stop.
les guerres comme ça entre grandes puissances vont mener en fait à une guerre des travailleurs. Qui va aller au front? C'est les travailleurs qui vont au front. Hein. Les super riches, eux, ils vont rester tranquillement dans leur fauteuil. Hein. Je veux dire, quand Anatole France disait nous on croit faire la guerre pour la patrie, mais on fait en fait de la guerre pour les grands industriels, il avait tout à fait raison. C'est ce qui s'est passé pendant les guerres mondiales et c'est ce qui va se passer dans le futur. Donc nous devons être forts, chers amis, chers camarades, dans ce combat contre la guerre et vous pouvez compter sur le PTB évidemment pour mener ce combat. Dernier chapitre abordé ici aujourd'hui dans ce webinaire, et je bois un petit coup d'eau parce que ça commence à sécher. Voilà les amis, c'est peut-on arrêter ce gouvernement des casseurs? Eh bien la réponse c'est oui, 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 chers amis, chers camarades, indiscutablement, parce que pour la première fois depuis des dizaines d'années, moi j'ai jamais connu ça, j'ai demandé aux anciens, personne n'avait connu ça. Le mouvement social a déjà largement débuté, a déjà largement mobilisé avant même la formation du gouvernement. Rappelez-vous, le 7 novembre, dans les rues de Bruxelles, 30 000 travailleurs du secteur du non-marchand étaient déjà présents au combat. Rappelez-vous, le 13 décembre, on devait être quelques milliers devant le palais de justice à Bruxelles. On était 10 000 pour mener le combat contre l'Arizona. Le 13 janvier, on allait être 10 000 ou quoi dans la rue de Bruxelles contre l'Arizona. On était 30 000 travailleurs avec énormément de travailleurs du service public, les pompiers, les policiers, les enseignants. C'est incroyable le nombre de gens qui ont été présents et je suis convaincu que jeudi prochain, le 13 février, chers amis, chers camarades, nous serons encore plus nombreux. Et dans ce sens-là, on doit mobiliser au maximum. Il faut être une blinde de monde. Demandez à vos cousins, cousines, vos collègues de travail, vos familles, vos amis et tout. On doit être blindés dans les rues de Bruxelles le jeudi 13. Ce sera d'ailleurs une occasion de montrer aux Georges-Louis Boucher, au Maxime Prévost, à Vorreut, etc. On n'est pas d'accord. Et ça va rapporter, les amis. On peut gagner parce que, rappelez-le, l'accord de gouvernement, ce n'est qu'une feuille de route. Ce ne sont que des intentions, ce ne sont pas encore les projets de loi. Donc ce qui a été voté jeudi passé au Parlement, ce n'est pas encore la décision, pas du tout. Et d'ailleurs, ils ont les chocottes, hein, je vous le dis, hein, moi je l'ai vu au Parlement, ils ont les chocottes. Hein. Pourquoi croyez-vous qu'ils ont eu besoin de 8 mois pour négocier un accord de gouvernement? Parce qu'en fait, ils étaient 5 à négocier. Georges-Louis Boucher, Maxime Prévost, vous aviez évidemment Bardo Wever qui était là, vous aviez Conor Rousseau pour Vorreut qui était présent et Sami Madi pour le CDNV, ils étaient 5 en train de négocier. En fait, il y avait un 6e joueur à table. Il y a un 6e joueur, c'est la résistance sociale, c'est l'opinion publique. Chaque fois qu'ils voulaient avancer en matière d'une mesure, ils avaient peur de se dire mais que vont dire les gens? Il y a une pression énorme et cette pression, on doit la faire augmenter un maximum. C'est dans la rue qu'on a été chercher tous nos acquis sociaux, nos conquêtes sociales ont été cherchées dans la rue, le droit de vote, la sécurité sociale, les congés payés, on a été chercher tout ça dans la rue. Donc j'ai envie de dire, soyons un maximum le jeudi 13 février dans la manifestation nationale à l'appel du Front commun syndical à 10h30 dans les rues de Bruxelles, 10h30, Gare du Nord. Et on sera évidemment présent avec le PTB pour mener le combat avec vous. Je crois que c'est vraiment essentiel pour pouvoir dire à tous ces hommes et toutes ces femmes politiques de l'Arizona, du gouvernement des droites, nous ne sommes pas des citrons. Arrêtez de nous presser comme des citrons, franchement, ça ne peut pas continuer. Arrêtez de venir chercher l'argent chez nous. Allez chercher l'argent chez les super riches. Arrêtez de nous presser comme des citrons. Allez chercher l'argent dans les budgets du personnel politique. Si vous voulez chercher de l'argent, allez chercher dans les salaires des politiciens. 7 000 € par mois, vous trouvez ça normal pour un député? C'est fou ça. Allez chercher l'argent là-bas, mais pas chez les travailleurs. Et donc, c'est clair, nous les travailleurs, nous valons mieux que ça. Nous valons mieux que ça et donc on veut mieux que ça. Nous ne sommes pas des citrons. C'est clairement notre slogan avec lequel nous irons aux différentes manifestations, chers camarades. Et pour ça, il faudra que nous soyons unis, tous ensemble, pour être forts, parce que les partis de droite veulent évidemment nous diviser entre travailleurs wallons et flamands, entre jeunes et moins jeunes, entre immigrés et non immigrés, entre femmes et hommes, entre travailleurs du secteur privé et public. C'est le diviser pour mieux régner. Ça fait des centaines d'années qu'ils font ça. C'est pas pour rien que Bardo Wever nous cite toutes ces citations latines des César, des Auguste, des compagnies, de Rome et compagnie. Mais pourquoi il aime bien ça, lui, Bardo Wever? Parce qu'il veut diviser pour mieux régner. Mais nous, on ne va pas se laisser diviser, justement. On veut être unis. Et je crois que c'est très, très important d'être tous unis dans les mois à venir et de ne pas se laisser diviser. Voilà, chers amis, chers camarades, pour moi, c'était vraiment un plaisir d'avoir fait cette première partie de ce webinaire. On a été en détail des mesures. Je crois que c'est nécessaire, sachez-le, le pouvoir, le savoir
est une arme. Le savoir, c'est aussi savoir mobiliser très concrètement. Je voudrais remercier d'ailleurs l'ensemble de l'équipe ici du webinaire qui nous aide, hein. Donc l'équipe technique, merci beaucoup les camarades, les équipes qui répondent à toutes nos questions, département organisation, monde du travail, tout du PTB, merci beaucoup. Et dans ce cadre-là, évidemment, après cette partie officielle du webinaire, je suis vraiment tout à fait disposé à répondre à vos questions. Et donc, je vais un peu aller lire tout ça, en tout cas, en détail et vous répondre. Merci beaucoup et place aux questions. Alors, je vais un petit peu aller regarder. Attendez, hein, je vais regarder un petit peu les questions. Ah, j'ai mon... Voilà. Hop. Voilou. Alors, lisons ça un peu en détail. Je lis les questions avec vous. Hein. C'est pas que je regarde moi face caméra. Alors Raoul, c'est Gérard qui me pose la question. Raoul, est-ce que la maladie fait partie des périodes qui ne sont plus assimilées pour le calcul de la carrière? Donc en fait, la réponse Gérard, c'est oui et non. La maladie sera assimilée, donc elle comptera encore pour calculer les années de carrière dans le calcul de l'âge de la pension. Ça oui. Mais par contre, la maladie ne sera plus assimilée pour calculer le malus pension. Et donc la maladie risque d'avoir un impact sur le montant de la pension. Vous vous souvenez, on a vu dans l'exposé, donc pour le malus, les 35 années de carrière nécessaires pour ne pas être victime du malus, eh bien là, la maladie ne sera pas comptabilisée. Donc, en gros, de manière générale, si je prends l'exemple ici de Rita, elle a eu un cancer après sa maladie, elle a travaillé à mi-temps pendant 10 ans, avec chaque année quelques jours de maladie, bien entendu, pour aller à l'hôpital et faire le suivi, eh bien, cela fait 10 ans perdus, 10 années qui ne comptent plus pour le calcul du malus pension. Donc, pour le montant de la pension, les années ne seront plus assimilées. Pour ce qui est de l'âge du départ de la pension, là, elles seront encore assimilées. Deuxième question qui nous rentre, c'est Giuseppe qui me demande, Raoul, les attaques contre les pensions, c'est pour les prochaines ou même celles qui existent déjà? Donc, les attaques sur la pension sont pour tout le monde, Giuseppe. Plusieurs mesures entreront en effet immédiatement, sauf, évidemment, si on arrive à les résister, à les stopper via la résistance sociale. Je donne deux exemples par exemple. Les calculs pour la pension anticipée vont se faire sur base de 156 jours au lieu de 154 jours à partir du 1er janvier 2027. Donc, ça concerne directement les travailleurs maintenant. Donc, c'est vraiment une rupture de contrat. La suppression de l'enveloppe bien-être va être actée dès l'année prochaine. Donc, oui, certaines parties des attaques sont immédiatement pour maintenant. Giuseppe. Troisième question ici, c'est Judith qui me dit, Raoul, qu'en est-il de la pension de ménage et de la pension de survie? Question très importante, la pension de survie pour les veuves, l'Arizona veut la limiter dans le temps à un maximum de 2 ans ou 3 ou 4 ans. Plus d'augmentations qui sont plutôt nécessaires pour suivre au niveau du coût de la vie. Et donc ici, 3 ou 4 ans si les personnes ont des jeunes enfants à charge. Okay. Donc la pension pour veuve, elle va être donc limitée à 2 ans ou 3 ou 4 si vous avez des jeunes pensions à charge. Et après, il faudra se débrouiller. Eux, ils disent que c'est pour activer les veuves. C'est vraiment très très grave. En tout cas, donc c'est une mesure qui concernera beaucoup de femmes et qui va toucher l'accord du gouvernement sera extrêmement anti-femmes. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura beaucoup d'organisations féministes qui sont présentes à la manifestation de jeudi prochain. J'ai Pascal comme 4e question qui me demande, Raoul, je suis fonctionnaire. Et ils vont bouffer ma pension alors que les ministres ne se privent de rien pour leur pension, hein, j'ai bien compris. Ben oui, Pascal, t'as bien compris. Les ministres, ils gardent leur pension, hein. Il n'y a rien qui va changer. Oui, mais l'euro brut, paf, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, pour les fonctionnaires, ils vont faire une attaque majeure. Donc, c'est vraiment très, très grave. Et donc, c'est pour ça que nous allons mener le combat. J'ai Benoît qui me dit, Raoul, est-ce que toutes ces horribles réformes sont d'ores et déjà gravées dans le marbre sans aucune possibilité de modification au cours des mois à venir? Mais non, Benoît, il n'y a rien qui est gravé dans le marbre. Il n'y a encore aucun projet de loi qui a été voté. Donc, nous pouvons encore mobiliser à fond dans les rues de Bruxelles et du pays et même faire grève, certains syndicats l'ont appelé, pour résister et pour empêcher que ces projets de loi sont votés. Je vous rappelle que pour l'instant, rien n'a encore été voté. Voilà, chers amis, chers camarades, c'est la fin de notre webinaire. Je pense que c'était riche, c'était dense, mais je crois que c'était vraiment important d'aller dans les détails. Vous savez, le PTB est un parti qui trouve que l'information populaire est importante, que l'ensemble de la classe travailleuse a droit et accès à de l'information. Je pense que c'est très, très important.